et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode inédit, puisque je vous transmets le replay d'une très belle conférence que j'ai organisée en compagnie de Jean-Michel Longniot, qui est un excellent orateur, qui est docteur en philosophie. Il est également chargé de cours à l'UNamur, auteur, éthicien aussi. Et donc cette conférence était sur le thème « Oser être libre ». Il y avait énormément de monde, c'est en effet un sujet assez universel. Et Jean-Michel Longniot, tout au long de sa conférence, nous balade dans toute une série de réflexions et de courants philosophiques autour de cette question de oser être libre. Donc pour que cette conférence soit accessible et que vous puissiez la suivre à votre rythme, je l'ai divisée en 3 parties. Donc les 3 prochains épisodes du podcast seront dédiés à cette conférence. Il y aura la partie 1, la partie 2 et la partie 3. J'espère que cette conférence vous aidera à cheminer au travers de cette question de oser être libre. On croit en effet souvent être libre, mais en réalité, nos choix et nos actions sont influencés par le regard des autres, les attentes de la société ou nos habitudes. Cette conférence interroge justement cette idée. Est-il possible de se libérer de ces influences et d'exister vraiment par nous-mêmes? Et si on y arrivait, que resterait-il de nous? Un être humain enfin libre ou un grand vide angoissant? C'est à ces questions que Jean-Michel Longniot nous invite à réfléchir. Je vous souhaite une très belle écoute et si vous souhaitez suivre d'autres conférences, il y en a sur mon site. Vous pouvez vous abonner et avoir accès à toute une série d'autres conférences que j'ai organisées avec des orateurs de grande qualité qui nous aident à cheminer autour des réflexions liées à nos questionnements, nos cheminements. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Mais quand vous comprenez avec tous les exemples que j'ai pris que nous sommes tous potentiellement des esclaves, dans notre vie, nous pouvons être dépassés par les circonstances que nous traversons. Alors à un moment donné, on cherche dehors une solution, parce qu'en soi, on ne trouve rien enfin. Voilà qu'on commence à être quelqu'un qui peut éventuellement faire ce qu'on a fait dans les années 30. Et si vous interrogez les gens des années 30, donc c'est ça qui est terrible, hein, souvenez-vous, le bien, le mal, je suis convaincu que je fais le bien. Quand vous me dites « mais c'est dégueulasse ce que tu fais », non, il y a du sens, il y a une raison, et c'est bien de faire ce que je fais. Et je vais vous inventer une théorie pour justifier que c'est bien. Et la théorie, ce sera de dire quoi? Ce sera de dire, mais l'autre, il est tellement mauvais, quoi. Et donc, quand tu vois tout ce qu'il a fait, mais donc c'est normal, on ne fait que se défendre, nous, dans l'affaire. Et je ne vois pas quoi? Et je ne vois pas qu'en réalité, je ne fais que défendre mes peurs et mes espérances. Vous voyez, donc je fabule une histoire pour mieux cacher et pour mieux ne pas voir qu'en réalité, je ne fais que suivre la peur et l'espoir qui me motivent ici. Donc voilà ce que dit Cyrulnik sur les mangeurs de vent. C'est la version contemporaine des esclaves. Alors évidemment, donc Cyrulnik, lui, va un peu plus loin que Platon, qu'Aristote, que les stoïciens, que tous ces gens-là qui restent très vagues sur ce que c'est qu'un homme libre. La seule chose qu'il disait, souvenez-vous, c'est que l'homme libre, à la différence de l'esclave, c'est qu'il a son principe en lui. Mais on a envie de leur demander, oui, mais c'est quoi ce principe enfin? C'est quoi qui nous rend libres? Et ça consiste en quoi, évidemment? Alors, c'est pas compliqué. Dans le contexte qu'étudie Cyrulnik, on comprend ce qu'il appelle être libre. C'est peut-être à un premier niveau, mais c'est le plus important pour lui par rapport à ses recherches-là. Être libre, c'est avoir cette capacité en soi de pouvoir résister aux causes extérieures qui nous pousseraient à faire quelque chose.
Si on le fait, ce n'est pas parce que les autres disent qu'on doit le faire. Si on le fait, c'est parce qu'on adhère à partir de soi. D'accord ? Donc, la personne libre n'est pas forcément le marginal qui fait tout à l'envers des autres. Hein. Donc, l'homme libre ou la femme libre, c'est la personne qui adhère même à un mouvement de masse éventuellement, mais non pas parce que la masse le veut, cause extérieure, ou parce que le Führer, le gourou, le maître à penser a dit que, mais parce que quand je réfléchis, voilà, à partir de moi, je vois que ça a du sens, et donc je le fais. Donc voilà ce que c'est que quelqu'un de libre. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir donc prendre position au risque, et voilà comment je reste libre, au risque donc de ne pas suivre ce que la masse veut qu'on fasse. Oui, je ne me laisse pas déterminer, quoi. Vous comprenez bien que ce qu'il faut que j'ai en moi, et voilà que Cyrulnik nous propose des choses ici, et ça c'est intéressant, il faut que j'ai une sécurité en béton. Et la question c'est, y a-t-il un seul parmi nous qui a cette sécurité en béton ? Enfin bon, ça c'est un autre problème. Et là on retombe chez Platon, peut-être un dieu. Mais bon, enfin bref. Mais en attendant, Cyrulnik, évidemment, ne se perd pas dans des considérations de ce genre-là, et donc il va vous dire, voilà comment on peut essayer d'aider dès la naissance, un individu à construire en lui cette sécurité de base qui lui permettra de ne pas être esclave, de ne pas être un mangeur de vent, de ne pas suivre bêtement, parce que ça le rassure et que ça lui fait plaisir, ce que d'autres lui disent. D'agir parce que c'est juste. D'agir parce qu'il a la conviction, même si peut-être il se trompe, mais que c'est vrai. Et parce que, voilà, il peut le vérifier. Alors, chez Cyrulnik, donc ça, si vous connaissez Cyrulnik, vous ne serez pas surpris, je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas mon objet ici. Là, il faut lire Cyrulnik ou il faut un jour inviter Cyrulnik ici. Il vous le racontera bien mieux que moi. Mais donc, depuis quelques années, Cyrulnik, en fait, est embarqué dans des recherches avec d'autres, dans le cadre d'un mandat qu'ils ont reçu du gouvernement donc sous la présidence Macron, c'est de voir, donc c'est le projet qu'il appelle le projet des 1000 premiers jours. Et le projet des 1000 premiers jours, ça veut dire les 3 premières années. Qu'est-ce qu'il faut à un enfant durant les 3 premières années de sa vie pour qu'il ait une chance de construire cette liberté qui fait qu'il ne suit pas bêtement ce que les causes extérieures le pousseraient à faire, qu'il a cette liberté de pouvoir résister par conséquent, de ne pas faire ce que les autres disent qu'il faut faire. Voilà. Comment est-ce qu'on construit un être humain ? Donc c'est déjà intéressant cette affaire-là. Donc ça veut dire qu'on ne naît pas libre. On pourrait même dire l'inverse, comme on est un enfant et qu'on est dépendant des autres, on est esclave. C'est pour ça que ce n'est pas une insulte de dire qu'on est esclave. Ça n'a rien à voir avec un jugement de valeur, même si pour nous, le mot résonne comme ça, évidemment. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut pour que cet enfant qui est mis en condition d'esclave, il se comprend par rapport à ses parents, mais qu'est-ce qu'il faut pour que petit à petit, il puisse donc se détacher de son ancrage par rapport donc à ses parents, sa culture, les autres, etc., etc. Eh bien, durant les 3 premières années, donc je vous donne le thème simplement, il faut 3 conditions. Et ce qui est génial dans la recherche d'aujourd'hui, c'est que grâce à l'imagerie, notamment cérébrale, on peut montrer que si une des 3 conditions vient à manquer, eh bien, on visualise sur le cerveau, avec l'imagerie, on peut visualiser un développement qui est effectivement altéré. Et on peut visualiser que si on réintroduit ce qui manque, ça dépend évidemment des circonstances, mais enfin, dans certains cas, si on réintroduit ce qui a manqué pendant un certain temps, eh bien, on peut visualiser, explique Cyrulnik, que pouf, le cerveau retrouve sa dynamique, se redéploie et compense les lacunes qu'il a accumulées. Alors, quelles sont les 3 choses qui sont indispensables ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut évidemment, donc ça on s'en doutait un peu, il faut d'abord que ces besoins corporels, donc c'est se nourrir, être chauffé, l'hygiène, etc., il faut qu'ils soient assurés. Vous pouvez le comprendre. Si vous avez un bébé qui naît dans des conditions où il a faim, il n'est pas nourri, ce que vous créez chez un bébé qui n'a peut-être même pas encore les mots pour penser évidemment ce qu'il vit, mais c'est que vous créez un vécu d'insécurité, de souffrance, de famine, voilà, le monde me détruit, et donc c'est une panique éprouvée vis-à-vis d'une mère défaillante, ou bien d'une mère absente, ou bien d'un monde qui empêche la mère, voilà, donc c'est la panique évidemment. Et donc vous créez de l'insécurité. Et plus je serai dans l'insécurité quand je vais grandir, eh bien, puisqu'il n'y a pas de sécurité en moi, je vais chercher dehors de quoi trouver de la sécurité. Et voilà que je deviens esclave.
Alors, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose encore. Il faut qu'il y ait eu, dit Cyrulnik, une relation affective. Donc, de nouveau, je peux être très bien nourri, mais si les personnes qui jouent le rôle de parents ne m'investissent pas, ne me font pas exister à ses yeux, eh bien c'est clair que là aussi, vous créez les raisons d'un déficit de sécurité. Et de nouveau, on va chercher ailleurs, dans d'autres regards, de quoi trouver une sécurité de base. Et voilà que je deviens dépendant des autres, etc. Et toute ma vie, je vais chercher désespérément ce que je n'ai pas eu étant enfant. Et puis, troisième condition, durant les 1000 premiers jours, c'est des mots, du langage. Il faut qu'on me parle, parce que quand on me parle, on me donne des mots qui me permettent de comprendre ce qui se passe dehors. Et du coup, je ne suis pas à la merci, parce que quand j'ai des mots, je peux commencer à anticiper, à comprendre, etc., etc. Mais si j'ai un déficit de langage, de mots, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne peux rien anticiper. Et du coup, j'ai la peur qui est là de ce qui peut arriver. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais de nouveau, une fois encore, puisque je n'ai pas de mots en moi, je vais chercher dans les mots des autres de quoi donner du sens au monde. Et par exemple, si on me dit que c'est les Juifs qui sont responsables de tout, voilà, c'est des mots qui font sens. Et Cyrulnik, ceci dit au passage, prend le cas de 2-3 dignitaires allemands qui ont travaillé dans les camps de concentration, à propos desquels on a un dossier, donc on a des informations, biographies, etc. Et il montre que, en tout cas il fait l'hypothèse, mais qui est documentée, mais jusqu'à quel point je n'en sais rien, mais en tout cas donc il montre qu'effectivement c'est ce qu'on observe chez ces gens-là qui ont fait des choses à se demander comment c'est possible. Un tel déficit à l'intérieur, donc un tel déficit dans le contexte éducationnel de ces enfants-là, que devenus adultes, il n'y a rien en eux, et donc du coup ils cherchent dans une idéologie ce qui donne du sens à leur vie, et ça leur permet de torturer des enfants, etc., pour faire des expériences médicales, par exemple. Parce que je suis pris dans un discours qui donne du sens à des histoires pareilles. Il n'y a rien en moi qui me permet de dire « ça ne va pas ». On ne fait pas des choses pareilles, évidemment. Donc voilà ce que raconte Cyrulnik pour dire comment est-ce que l'on construit quelqu'un qui, pourvu que ces conditions donc soient remplies, va pouvoir développer une sécurité de base qui sera une sécurité de base suffisamment forte pour aller jusqu'à pouvoir quitter ses parents, c'est-à-dire ceux qui m'ont donné cette sécurité de base. Donc voilà l'enjeu. Alors, maintenant, vous avez, si je regarde un peu dans la littérature, etc., je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça va aller vite, mais vous avez dans la philosophie des gens qui essayent aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, essayer de se construire de l'intérieur. Et j'ai cité tout à l'heure Heidegger, et Heidegger, qui est un philosophe qui a marqué le XXe siècle, malgré bien des défauts qu'il a, bien c'est vrai que ce type-là a eu un succès dans les années 30, avec un livre qui s'appelle donc Être et temps, Sein und Zeit, et qui vraiment va le propulser sur le devant de la scène et va en faire un philosophe incontournable. Et là, voilà ce qu'il vous raconte. Et ça rejoint toute une tradition de la philosophie que j'ai déjà évoquée au passage. Il va dire comment est-ce que l'on peut essayer, nous qui vivons une vie qui est d'abord une vie impersonnelle. Souvenez-vous tout ce qu'on a dit dans l'introduction tout à l'heure. Je vis la vie que mon siècle me dit que je dois vivre. Comment est-ce que je pourrais me réapproprier mon existence pour pouvoir vivre un peu ma vie à moi ? Pour avoir au moins l'impression, même si peut-être je me trompe, mais enfin, avoir l'impression que je n'ai pas fait que suivre comme un mouton, quoi. Eh bien, lui, ce qu'il va utiliser, c'est un ressort classique en philosophie, c'est tout simplement cette découverte, qui est une découverte qui n'est pas du tout incroyable, vous n'allez rien apprendre, mais c'est tout simplement donc que nous sommes concernés, je vous le disais tantôt, nous sommes concernés du simple fait que nous sommes vivants par la mort. Eh bien, si vous méditez ça, si vous comprenez que ce ne sont pas que des mots, que, donc ça c'est la première chose, que donc la mort est quelque chose qui nous concerne maintenant, du simple fait que nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, vivants. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire, donc de façon à ce qu'on ne soit pas dans la philosophie, mais qu'on rejoigne la réalité, ça veut dire que demain, vous pouvez être mort. Même pas demain. Vous allez retourner, on n'est pas à l'abri d'un accident. Alors vous allez me dire, alors je ne retourne pas, je reste ici. Si vous dites ça, il y a un projecteur qui peut tomber.
Enfin bref, voilà, du fait que vous êtes vivant, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est vrai qu'on est concerné par cette question, et donc là, vous avez tout un propos qui fait un peu froid dans le dos quand on n'est pas habitué, mais enfin, c'est vrai que c'est pas marrant, quoi. Enfin, donc il vous renvoie là à une réalité, il y a une gravité de l'existence qu'on n'aime pas de méditer. Premier constat, donc je vous le disais tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est que quand vous faites cela, donc ce que vous apprenez, c'est pour ça qu'en philosophie, on vous dit qu'est-ce que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit un truc comme ça depuis Platon? Parce qu'en soi, c'est faux, hein. Si vous apprenez à mourir, vous mourrez tout de suite, hein. Et donc on ne sait pas apprendre à mourir. Enfin, essayer de s'entraîner à la chose, c'est le faire, et c'est fini. Bon, donc voilà. Donc c'est idiot de dire on apprend à mourir. Enfin bon, philosophe, bon, on n'apprend pas ce genre de choses, évidemment. Mais par contre, donc ce qui est vrai, c'est que plus vous méditez la mort, c'est pour ça qu'en philosophie, c'est un des exercices qu'on s'impose, si on veut bien le faire, évidemment, hein, c'est tout simplement que plus vous méditez votre propre mort, plus vous méditez la mort de vos enfants, qui auront à mourir un jour, plus, et on ne sait pas quand, et pas forcément quand ils seront vieux, plus vous apprenez donc à méditer le fait que tous les humains, même ceux que j'aime, vont devoir mourir, eh bien, plus vous méditez cela, plus vous apprenez une chose, non pas ce que c'est que la mort, ça on le verra quand on y sera, et même le philosophe, il y va tout nu, hein. Il peut bien avoir des théories dans sa tête, quand on doit y aller, les théories, elles restent ici, hein. Et donc on y va et puis on découvre ce jour-là. Mais par contre, tant que vous êtes vivant, plus vous méditez la mort et plus vous apprenez, souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, vous apprenez que ce qui est vrai, si c'est vrai que je veux essayer de penser les choses le plus véritablement possible, le plus sincèrement possible, le plus vraisemblablement possible, eh bien c'est que si je veux penser les choses ainsi, il est bien possible que la vérité soit quelque chose qui me fait peur. Que ce que je dois rechercher quand je recherche la vérité, c'est pas ce qui me rassure. Plus vous méditez la mort, plus vous vous entraînez à ça. Et voilà que vous devenez disponible, c'est tout à fait magique, hein, ce truc-là. Vous devenez libre, si vous voulez le dire ainsi, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat, mais ça a à voir avec la liberté. Vous devenez disponible pour pouvoir entendre des choses qui sont éventuellement des choses qui ne vous feront pas plaisir. Quand vous êtes animé par la peur et l'espoir, si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait peur, vous n'aimerez pas. Et alors on bouche ses oreilles, on passe à autre chose, je fais ma liste de courses. Enfin voilà, je décroche, ça ne va pas, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous avez appris ça, c'est vrai que le type, il parle de choses qui ne sont pas marrantes, mais ce n'est pas grave. Je peux quand même écouter pour voir si je suis d'accord ou pas, et hop, et vous êtes parti, ça ne va pas vous détruire, quoi. Mais ça ne va pas vous détruire si vous avez bien compris que la vérité, ce n'est pas nécessairement ce qui fait plaisir. Maintenant, Heidegger va beaucoup plus loin que ça, parce que ça ne nous explique pas comment on devient libre, même si on voit déjà qu'il y a un petit lien. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, et ça c'est génial, il a trouvé des mots pour le dire à la sauce d'aujourd'hui. Quand vous comprenez que la mort vous concerne donc maintenant, première découverte que vous faites, et vous allez comprendre que c'est effectivement donc penser contre la peur, parce que la peur va être là. Vous comprenez une chose, vous découvrez une chose, c'est que vous êtes un sujet unique et irremplaçable. On avait une vie comme tout le monde, j'ai un métier, etc., je suis pensionné comme tous les pensionnés, enfin tout ce que vous voulez, voilà, donc j'ai ma vie comme tout le monde, mais dans la confrontation à la mort, ce qui est tout à fait unique et qui fait peur, c'est le fait que là, tout d'un coup, je découvre que je suis seul à être qui je suis. Alors pourquoi ? Eh bien parce que dans notre vie ordinaire, c'est vrai qu'on peut être remplacé dans tout ce que nous faisons. Donc si vous avez un métier, si vous êtes malade ou que sais-je, c'est vrai que, ou si vous changez de métier, c'est tout, vous partez, enfin voilà, donc il ne faut pas mourir pour arrêter de travailler. Eh bien, c'est vrai que quelqu'un d'autre peut le faire à ma place. Je suis remplaçable. Et c'est même pire que ça, petit nota bene, petite parenthèse, c'est qu'on devient de plus en plus remplaçable. Pourquoi ? Parce que bien des métiers, je ne les connais pas tous, mais moi qui travaille dans le monde de la santé un petit peu, bien des métiers comme ceux du soin, ce sont des métiers... Roland Gori, je ne sais pas si vous connaissez ce type-là, il a une expression pour dire ça qui est, je trouve, admirable. Il dit « Depuis une trentaine d'années, le monde de la santé, comme bien d'autres métiers, est un monde qui se prolétarise. » Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il ne veut pas dire que c'est un monde où on devient plus pauvre, même si tous les métiers dans le soin ne sont pas payés comme ils devraient l'être peut-être, mais enfin peu importe. Mais ce n'est pas ça qu'il vise. Il veut dire on est en train d'organiser les métiers
de telle manière que ceux qui les exercent ne décident plus de comment il faut l'exercer. Ils en sont réduits au statut de prolétaire. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire? Si vous connaissez Marx, un prolétaire, c'est le type qui a une force de travail, mais qui ne sait rien en faire tout seul. Et donc, il va quelque part, on va lui dire comment l'exercer. Platon dirait, c'est un esclave. Aujourd'hui, dans le monde de la santé, par exemple, donc, que je connais un peu, on vous dit comment vous devez faire les soins. Tout est réduit, enfin en tout cas beaucoup est réduit à des procédures à respecter. Et si vous ne respectez pas les procédures, vous avez des comptes à rendre. Soi-disant liberté thérapeutique du médecin, en fait, on a intérêt à rester dans les clous. Même les firmes pharmaceutiques s'amusent à vérifier quelles sont les prescriptions d'un médecin. Et on va voir le médecin s'il ne prescrit pas ce que le délégué commercial a demandé de prescrire. Et donc, quand on dit qu'on est libre, vous comprenez, non, en fait, on prolétarise, comme dit Roland Gori, ce qui est un autre vocabulaire pour dire tout ce que je vous raconte depuis le début de la conférence. On fait des esclaves. Maintenant, ce sont les experts qui disent comment on doit prescrire. Et ça, c'est terrible. Et dans d'autres métiers, c'est la même chose, évidemment. Enfin bon, donc je reviens à mon affaire. Donc, on est remplaçable. Si vous avez des enfants, même là, vous êtes remplaçable. Alors là, vous allez dire, oui, mais non, c'est pas vrai, il n'y a que moi qui suis le père ou la mère. Eh bien, c'est vrai, il n'y a que vous qui êtes le père et la mère, donc ça, je ne dirais pas le contraire, mais imaginez que vous venez à disparaître. Ce qui est vrai, regardez autour de vous, c'est qu'il y a plein d'enfants qui peuvent être éduqués par d'autres. Les autres ne seront pas un père ou une mère, mais la fonction d'éducation peut être faite par quelqu'un d'autre. Donc même là, dans le couple, c'est terrible, on est vite remplacé. Ceux qui sont venus seuls ici, qui ont laissé leur conjoint à la maison... Enfin bon, soit peu importe. Mais donc je ne vais pas semer la bisbrouille, mais remarquez que je suis venu sans ma femme. Hein, donc je fais le malin, mais bon, on ne sait jamais. Bon, enfin, soit. Bon, donc je reviens à mon affaire. Donc même là, on est remplacé, et remplacé même en mieux parfois. Enfin, ça, on le découvre après, mais enfin, soit peu importe. Enfin bon, toujours est-il que... Donc on est remplaçable partout. Et d'où ce sentiment d'une vie impersonnelle. La seule expérience où vous n'êtes pas remplaçable, c'est dans la mort. Là, quand il faudra mourir, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Les autres peuvent bien mourir en même temps que vous, si vous voulez. On est tous dans un avion, on s'écrase, c'est génial. Mais n'empêche que chacun doit mourir seul sur son siège. Et donc, Heidegger a tout à fait raison de dire, mais qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a moyen de prendre conscience, de me réapproprier un peu ma vie, quoi, la mienne, pas la vie de tout le monde? Eh bien, voilà que la confrontation à la possibilité d'avoir à mourir vous renvoie à ce qui est en fait un fardeau. Être libre, c'est un fardeau. Ça, n'oubliez jamais. Parce que notre époque dit, oui, la liberté, c'est génial, etc. Je veux être libre, j'aime pas d'être... Tout ça, c'est du baratin. Ce que vous comprenez ici, c'est que là, tout d'un coup, je suis tout seul. Dans la liberté, vous serez toujours tout seul. Et donc, on prend conscience de, mais c'est terrible d'être tout seul. Moi, je ne veux pas être tout seul. Ça fait peur. Et pourtant, si vous voulez vous réapproprier votre vie, ce que vous devez vous réapproprier, c'est la singularité de cette vie. C'est ma vie, ce n'est pas celle des autres. Et voilà que ça vous condamne à une forme de solitude. Pas tout à fait une solitude, mais enfin quelque chose qui ressemble à ça. Et là, c'est terrible. Et puis, il n'y a pas que ça. Regardez maintenant. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est tout simplement, dit Heidegger, que donc, d'une part, je me réapproprie ma vie. Là, dans ma confrontation à la mort, je vois que je ne suis pas qu'un produit de la société. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est personnel. Mais c'est vrai que je peux mourir demain. Eh bien, si vous en faites autre chose qu'une théorie, et que vraiment vous vous mettez en situation, ce qui fait palpiter le cœur, hein, je vous avoue, mais vous vous mettez en situation, effectivement, de vous dire réellement, mais c'est vrai que demain, je ne sais pas si je vivrai demain. Parce que tout peut arriver. Enfin voilà, donc on ne sait jamais, on connaît combien de personnes qui sont mortes trop tôt, enfin. Ça peut m'arriver. Eh bien voilà, dit Heidegger, que loin de vous conduire au désespoir, ça vous conduit à l'urgence d'avoir à vous demander maintenant, enfin vous attendez la fin de la conférence, mais donc maintenant, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant de ma vie pour que je puisse me dire, si je dois mourir demain, que ça valait quand même la peine de la vivre, cette vie-là. Et si, donc moi j'ai déjà fait ça dans des petits séminaires, hein. Donc est-ce que vous pouvez dire que, donc très rapidement, hein, votre vie a valu la peine d'être vécue? Et si, oui. Bon, quoi qui fait que ça a valu la peine d'être vécu? Dans des petits séminaires que l'on fait, moi, ce qui me sidère,
et je me mets dans le groupe, donc je ne suis pas mieux que les autres, évidemment, c'est que quand on dit « qu'est-ce qui vraiment fait que ma vie a valu la peine d'être vécue ?» Alors donc la question, c'est trouvez-moi 3-4 petites choses que vous pourriez raconter, quoi. Eh ben, c'est terrible, parce qu'on ne trouve rien. Alors, il faut bien qu'on retombe sur ses pattes, parce qu'on dit « ben non, c'est idiot, c'est pas possible quand même ». Alors du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, j'ai eu des enfants. Ah ben toi aussi. Ah ben toi aussi. Ah ben, comme tout le monde, j'ai eu des enfants. Et puis ben, j'ai fait un métier que j'ai, mais ben moi aussi. Et on retombe dans les lieux communs. Qu'est-ce qui vraiment a été vécu par vous, à la différence de tous les autres, qui vous est vraiment personnel et qui fait que votre vie a valu la peine d'être vécue, même si vous deviez mourir malheureusement demain? Ben, c'est pas évident. Alors du coup, Heidegger va conclure, évidemment, en disant, dans cette confrontation à la possibilité d'avoir à mourir que nous portons du fait d'être vivants, voilà que nous sommes donc renvoyés à nous-mêmes, et nous sommes renvoyés non pas au désespoir, mais au contraire à l'action. Et c'est ce qu'il appelle précisément la liberté. Oser être libre. Donc, il faut sans doute que je termine. Bon, oui, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai encore 5 pages, mais bon, tant pis. Mais donc voilà, on peut arrêter ici, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Pourquoi est-ce que le titre, c'est « Oser être libre » ? Eh bien, tout simplement parce que vous comprenez bien, la liberté, c'est pas un plaisir, c'est pas voilà ce qu'on nous dit qu'il faut être, et c'est génial, je suis libre, je fais ce que je veux comme je veux, etc. Pas du tout. C'est un poids. Et c'est un poids qui vous confronte à votre singularité. C'est ce que dit Cyrulnik aussi. Tout ce que je vous raconte, vous le retrouvez chez Cyrulnik. Et si vous assumez votre singularité, ce qui vous est propre, si vous voulez, le prix que vous aurez à payer. Alors, si vous n'avez pas lu Cyrulnik, je vais terminer avec ça. Si vous ne voulez pas lire Cyrulnik, vous allez dans une librairie, vous allez voir le livre Le laboureur et les mangeurs de vent, et vous lisez juste la dernière page. Vous allez tomber. Vous allez voir, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il dit ? Et vous ne devez même pas lire la dernière page, vous lisez la première moitié de cette dernière page. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose à lire. Et il dit ceci, le laboureur, pour lui, c'est donc l'homme libre. Le laboureur, pourquoi est-ce qu'il a pris cette image ? Donc le mangeur de vent, vous avez compris. Le mangeur de vent, il mange tout ce qui circule, tous les discours, en fonction de ça lui fait plaisir ou pas, ça le rassure ou pas. Et il ne vérifie pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que c'est pas son problème de savoir si c'est vrai. La question, ça me fait plaisir, je prends. Voilà. Bon, ça c'est le mangeur de vent. Le laboureur, c'est celui qui travaille sa terre. Et lui, il est capable de vous parler d'une chose, mais il sait ce dont il vous parle, c'est de sa terre, parce qu'il la travaille. Et c'est pour ça que du coup, lui est libre. Donc, c'est-à-dire, il ne suit pas ce qu'on lui dit. Les autres peuvent me raconter ce qu'ils veulent sur l'agriculture, tout ce que vous voulez. Moi, je sais ce qu'est ma terre parce que c'est ma vie, c'est ce que j'ai fait, c'est cette terre-là, c'est pas une autre, je peux vous en parler. Singularité. Mais, dit-il, c'est comme ça que se termine cet ouvrage tout à fait étonnant. Enfin, moi, je trouve que c'est étonnant. J'ai pas tout lu de Cyrulnik, mais je trouve que cet ouvrage-là sort du lot. Il dit, en terminant donc, si vous voulez être un laboureur, alors évidemment, on se dit, oui, bon, je ne veux pas être un mangeur de vent, évidemment. Eh bien alors, ce que vous aurez à assumer, et voilà qui nous renvoie à nos peurs, et donc c'est bien là que ça coince, évidemment. Si vous voulez être un laboureur, alors apprêtez-vous à décevoir votre famille, vos amis, vos proches. Alors quand il dit ça, on se dit, oui, mais moi je ne veux pas choquer mes proches. Je ne veux pas être détesté par eux. Je ne veux pas qu'ils ne m'aiment plus. Alors du coup, vous voyez le dilemme. Si vous êtes confronté à cette peur du regard des autres et du jugement des autres, les gens qui, pendant le nazisme, ont dit « je ne veux pas être nazi », vous imaginez la peur dans cette position-là, si vous faites des comparaisons. Eh bien, donc, si vous ne voulez pas assumer cette peur-là, osez être libre. Si vous ne voulez pas oser parce que les peurs sont trop graves, trop importantes, trop envahissantes, eh bien alors, vous savez que vous vous condamnez vous-même à être tout simplement un mangeur de vent, c'est-à-dire donc un esclave. Voilà ce qui est en jeu. Donc là-dedans, on pourrait développer, mais enfin, voilà ce qui est en jeu et qui donne un petit aperçu de dans quoi on est pris. Alors, juste dire ceci pour conclure. Est-ce que vraiment chez Platon, est-ce que vraiment chez Cyrulnik, on nous décrit 2 types d'hommes? Donc, il y a des natures différentes parmi les humains.
Maintenant, évidemment, quand vous relisez ces auteurs, quand vous les relisez encore, il faut les lire 3, 4, 5, 6 fois, eh bien, vous comprenez une chose. En tout cas, il y a une hypothèse qui devient tout à fait crédible à un moment donné. Chez Platon, c'est particulièrement évident. C'est qu'en réalité, quand ils vous disent « dans la cité », il y a d'un côté les esclaves et de l'autre côté les hommes libres. Il y a 2 types d'hommes, des esclaves et des hommes libres. Quand il dit cela, donc évidemment, c'est ce qu'on croit lire. C'est ce qu'on croit être la pensée de Platon. Et puis quand vous lisez d'autres textes, etc., vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une mise en scène sur donc, la scène extérieure du monde, de posture. Et donc j'ai l'impression que ce qu'il nous dit, c'est que parmi les humains, il y a des esclaves. Et vous comprenez qu'en fait, donc, c'est une mise en scène au dehors, d'en réalité, ce qui nous agite. Nous sommes tous pris, d'un côté, par mangeurs de vent, esclaves. C'est vrai qu'on dépend du monde quand même. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien qu'on fasse confiance. On ne sait pas tout vérifier soi-même, etc. Et en même temps, on ne se contente pas de vivre cette vie-là. Il y a quelque chose qui veut être libre en nous. Et donc, ce ne sont pas 2 manières d'être humain. C'est en chaque être humain, il y a une tension. Et je vais donc terminer avec un petit mot. Et ce petit mot, c'est tout simplement un mot de Victor Hugo qui dit ceci, qui résume bien le propos finalement. J'aurais dû commencer par là, comme ça c'était déjà terminé avant de commencer. C'est tout simplement, donc c'est quoi le drame de l'existence humaine ? C'est tout simplement que l'homme a à la fois des racines et des ailes. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette conférence vous a aidé à cheminer. Je remercie grandement Jean-Michel Longnot pour la qualité de ses réflexions. Si vous souhaitez suivre d'autres conférences, j'en ai organisé énormément autour d'orateurs qui m'ont aidé à cheminer, à grandir. Je les ai rassemblés dans un pack de conférences que vous pouvez retrouver sur mon site en vous abonnant et continuer à nourrir les réflexions autour de sujets qui questionnent nos chemins, nos vies. À très bientôt. J'espère que ce podcast vous a aidé à cheminer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez plus d'infos sur mes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai tous les liens sous ce post. Ce podcast fait aussi partie d'une émission diffusée sur Radio Alma tous les 2e mardis et derniers mardis du mois. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les prises de conscience et le changement et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!